n'est pas le seul dieu olympien à faire preuve d'infidélité. Son frère, Poséidon, se prend également au jeu de temps à autre. Et cette fois-ci, Poséidon était pris d'une nymphe nommée Libye. De leur union naissent deux jumeaux nommés Bélos et Agénor. Un autre enfant verra plus tard le jour de cette union, Lélex. Libye est décrite comme une nymphe, mais on pourrait presque l'identifier à une déesse. En effet, elle est la représentation de la terre de Libye, en Afrique du Nord. Poséidon étant le dieu des mers, il est assez logique que ce soit lui qui fasse le pont entre les Grecs et l'Afrique, puisque la Méditerranée est littéralement ce qui relie ces deux terres. Bélos hérite ainsi d'un territoire en Afrique dont il devient le roi, probablement grâce à sa lignée divine. Il prend pour femme Anchinoé et ont ensemble 5 enfants, Phiné, Phénix, Agénor, Égyptos et Danaos. Peu avant la mort de Bélos, son royaume est divisé en deux. Une moitié revient à Égyptos, l'autre à Danaos. Chacun des deux frères a 50 enfants. Combien? Pour Égyptos, ce sont 50 garçons, pour Danaos, ce sont 50 filles, qu'on appelle les Danaïdes. Chacun des deux frères devient roi, mais la relation entre les deux s'envenime. Égyptos se montre très ambitieux et Danaos craint que son frère ne l'envahisse afin de récupérer son trône. Par intérêt commun ou par couardise, Danaos décide d'éviter le conflit. Il fuit le royaume avec ses 50 filles. Il est même aidé par Athéna qui lui fournit un bateau à 2 proues, le premier du genre. Il se rend à Argos où il rencontre le roi de la ville, Gélanor. Il lui demande asile et celui-ci va généreusement accepter. Tout semble bien se passer dans le meilleur des mondes. Mais un jour, un événement inattendu arrive. Un loup venu des collines voisines s'est attaqué au troupeau royal et y a dévoré un taureau. Les Argéens voient en cet événement un message des dieux. Le taureau est Gélanor et le loup est Danaos. Traduction, Danaos souhaite le trône de Gélanor et il n'hésitera pas à user de tous les moyens, même à tuer son opposant pour le récupérer. Gélanor, prenant alors peur pour sa propre vie, décide de céder généreusement son trône à Danaos. Le type est un réfugié politique à qui on offre un trône, une place de roi, pour un loup qui a bouffé une vache. Qu'on ose me dire qu'il n'y a pas de chance dans la vie après ça. Plein de gratitude envers les dieux pour cette nouvelle opportunité, Danaos érige un temple en l'honneur d'Apollon Lycien, autrement dit Apollon loup. Le roi marque également de sa patte les rites religieux. En effet, il décide de les modifier en interdisant les sacrifices humains. Il fait également édifier l'acropole d'Argos et s'affirme comme un roi puissant. Tellement puissant que les Pélages changent de nom pour s'appeler maintenant les Danaens. Sauf que le passé de Danaos va venir le rattraper. Égyptos a eu vent de la nouvelle position de son frère. Ses ambitions politiques probablement toujours très élevées, il va faire une proposition à Danaos. Marier leurs 50 fils et leurs 50 filles ensemble. On est sur une proposition d'inceste massive. C'est normal, c'est la mythologie grecque. Toujours craintif de l'ambition de son frère, Danaos va accepter. Enfin, en apparence du moins. Il va ordonner à ses filles de se marier comme convenu au fils d'Égyptos. Sauf que lors de leur nuit de noces, elles sortiraient un couteau et trancheraient la tête de leur nouveau mari. Les filles, peu motivées à l'idée d'un mariage arrangé, n'ont pas non plus oublié que c'est à cause de leur oncle qu'elles ont jadis dû quitter leur foyer. Dégoûtées par la méthode, elles acceptèrent tout de même ce plan. Les mariages eurent lieu et les nuits de noces arrivèrent. Et ce fut un massacre. Les têtes des maris furent tranchées dans l'un des plus gros bains de sang de l'époque. Toutefois, un des fils d'Égyptos échappa à la mort, Lyncée. Celui-ci venait d'être marié à Hypermnestre, l'aîné des Danaïdes. Mais au moment de consommer leur mariage, Hypermnestre l'arrêta. Elle était encore vierge et n'était pas prête à perdre cette virginité. Et contre toute attente, Lyncée respecta cette demande. C'est ok. À l'époque, c'est plutôt mal vu qu'une femme se refuse à son mari, surtout lors de leur nuit de noces. L'acceptation de Lyncée traduit donc une véritable affection et considération pour sa nouvelle femme. Comme quoi, respecter les femmes, c'est pas si mal, hein. Face à ce respect, Hypermnestre ne peut se résoudre à tuer Lyncée. C'est dans l'horreur la plus totale que le jeune homme va découvrir le lendemain la mort de tous ses frères. Face à ce crime atroce, Lyncée n'a qu'une solution.
la vengeance. Hypermnestre ne va pas aller à l'encontre de la décision de son mari, peut-être par amour ou peut-être parce qu'elle a ouvert les yeux sur l'atrocité de ce plan. Et comme la haine n'engendre que la haine, Lyncée va éliminer une à une toutes les filles de Danaos avant que celui-ci ne subisse le même sort. Après ce massacre, Lyncée va être jugé par les Argiens, mais compte tenu de la situation, ceux-ci vont lui pardonner. Lyncée et Hypermnestre vont devenir les nouveaux rois et reines d'Argos. Quant aux Danaïdes, leur histoire ne s'arrête pas là. Arrivées aux enfers, elles sont jugées et le verdict est sans appel. Le crime commis est terrible, elles seront donc envoyées au Tartare. Là-bas, elles ont une tâche à réaliser. À l'aide de cruches, elles doivent aller puiser de l'eau à une source afin de remplir un tonneau. Sauf qu'on est au Tartare. Donc la tâche n'en est pas vraiment une, c'est une punition éternelle. La source où elles doivent récolter de l'eau est Tari. Cette seule étape demande donc un temps considérable. Ensuite, les cruches employées sont percées. Une grande quantité d'eau est donc perdue sur le chemin entre la source et le tonneau. Et enfin, le tonneau est sans fond. Jamais il ne se remplit. Les 49 filles sont donc condamnées à réaliser cette tâche pour l'éternité. Et Danaos dans tout ça? Eh bien, il n'est pas particulièrement puni. Déjà, il n'a tué personne. Pas directement en tout cas. Et cela peut paraître injuste, mais c'est la vérité. Les Danaïdes avaient leur libre arbitre, et Hypermnestre en est la preuve. Et ensuite, les Danaïdes n'ont rien accompli pour contrebalancer leurs crimes. Danaos était lui un roi bon qui a honoré les dieux et a même amélioré leur culte. Pour cela, les juges des enfers ont décidé de ne pas le condamner. Lyncée et Hypermnestre ont eu un enfant nommé Abas. À la mort de son père, Abas devient roi à son tour. Et pour le coup, son règne n'est pas vraiment mémorable. Il se marie à Aglaïa et a une fille, Idoménée, et deux jumeaux, Acrisios et Proétos. À la mort de leur père, Acrisios et Proétos se disputent le trône. Acrisios en sort vainqueur et chasse son frère qui part s'exiler à Lycie. Il y épouse Sténébé, fille du roi Iobates. Grâce à l'appui de son beau-père, il va retourner auprès d'Acrisios pour réclamer la part du royaume qui lui revient de droit. Il va obtenir gain de cause et va se mettre à régner sur Tyrinthe. Acrisios règne donc sur Argos et va prendre pour femme Eurydice. Ensemble, ils ont une fille, Danaé. Les années passent et, comme beaucoup de monde, Acrisios est curieux de son avenir. Il se rend donc à Delphes pour consulter la Pythie. Et sa prophétie ne va pas plaire au roi. L'oracle lui indique qu'il sera tué par son propre petit-fils. Craignant plus pour son propre bonheur que pour celui de sa fille, Acrisios décide de l'enfermer dans une tour de cuivre. Danaé se retrouve dans une chambre avec comme seule fenêtre des meurtrières extrêmement fines et avec l'interdiction de sortir. De plus, la porte de la pièce est gardée par des chiens qui ne dorment jamais. Ce qu'Acrisios ne savait pas, c'est que Danaé s'était déjà prise d'affection pour un homme qu'il appréciait en retour. Sauf que dans cette tour, impossible de rejoindre Danaé. Enfin, pour un être humain normal. En effet, l'homme qui aime Danaé n'est nul autre que Zeus, le roi des dieux en personne. C'est cool, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu droit à un adultère de Zeus. Let's go! Une nuit, il se transforme en pluie d'or et se glisse à travers les meurtrières pour rejoindre Danaé. Et c'est sous cette forme de pluie d'or que Zeus va s'unir à la jeune femme. Danaé tombe enceinte de cette union. Acrisios est tellement certain que personne ne peut entrer dans la chambre de sa fille que, comme tout bon père bien aimant, il ne prend pas la peine d'aller la voir. Il est tellement impliqué que les mois passent. Et un jour, un son interpelle le roi. Les pleurs d'un bébé. Il ne veut pas en croire ses oreilles, mais il va quand même vérifier. Acrisios fait ouvrir les portes de la geôle de sa fille. La stupeur et la terreur s'emparent de lui. Danaé n'est plus seule, mais tient un bébé dans ses bras. Le roi, furieux, demande des explications à sa fille. Comment cela est-il possible? Danaé informa son père de ce qui s'était passé. Zeus était le père de son petit-fils. N'était-ce pas merveilleux? Sur le principe, oui.
Voir sa fille choisie par un dieu, c'est une excellente nouvelle et de très bon augure pour la famille. Mais dans le cas d'Acrisios, c'est l'inverse. Ce bébé serait un jour celui qui mettrait fin à sa vie. Il décide donc de faire la sourde oreille et ne veut pas croire sa fille, ce bébé n'a rien de divin. Acrisios prend alors une cruelle décision. Il fait mettre Danaé et son bébé dans un coffre et les jette à la mer. Trop pleutre pour tuer lui-même sa progéniture, il espère que la mer s'en chargera à sa place. Tout de même très précautionneux, il décide de prendre la fuite et de se réfugier en Thessalie. Il réalise là-bas la première amphictyonie. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi une amphictyonie ? Eh bien Fred, l'amphictyonie, c'est l'association de communautés grecques qui ont dans leur voisinage un sanctuaire. L'objectif est que malgré les différences entre les communautés, un culte commun soit voué à la divinité du sanctuaire. Entre autres, l'amphictyonie réalisée par Acrisios voue un culte à Déméter. Assez logique vu que la région déborde de champs. L'amphictyonie implique aussi le respect de certaines règles en cas de conflit entre les communautés. D'abord, les guerres entre communautés ne sont jamais des guerres totales. En gros, ça veut dire qu'on épargne les populations civiles, on massacre pas tout le monde comme des barbares. Il est interdit de raser les cités qui font partie de l'amphictyonie, tout comme il est interdit de couper tout cours d'eau qui arrose la ville. Et enfin, tous les peuples ont pour obligation de prendre les armes contre un autre peuple de l'amphictyonie qui n'aurait pas respecté une de ces règles et de l'anéantir. Acrisios va également fonder plusieurs villes comme Elanikos ou Larissa. Elle a du piquant cette ville. Mais revenons à cela plus tard. Je vous rappelle qu'on a une femme et un enfant dans un coffre sur la mer. Sauf que ces deux-là sont les petits protégés de Zeus. Le roi des dieux va donc influer sur les courants, Poséidon est complètement choc-barre, pour mener l'embarcation de fortune jusqu'à Sérikos, une île de l'archipel des Cyclades. Les deux naufragés s'échouent sur une plage et sont secourus par un pêcheur du nom de Dictys. Celui-ci les mène jusqu'à son frère, le roi Polydectès. Généreux, le roi les accueille et les invite à vivre avec lui. Quand il demande le nom de son enfant à Danaé, celle-ci lui répond « Persée ». Et Polydectès va élever l'enfant comme s'il était son fils. Celui-ci put grandir et s'épanouir jusqu'à devenir un fort et charmant jeune homme. Mais la beauté et la gentillesse de Danaé finirent par toucher le roi en plein cœur. Il tombe amoureux, mais ses sentiments ne sont pas réciproques. Polydectès souhaiterait insister auprès de Danaé, mais Persée le gêne. Il ne quitte que très rarement sa mère et se montre très protecteur envers elle. Polydectès va donc lui confier une tâche pour prouver sa bravoure, mais aussi sa gratitude envers celui qui l'a sauvé et élevé. Sauf que ce que Persée ne sait pas encore, c'est que la tâche que Polydectès va lui confier est d'une dangerosité extrême et qu'il est très peu probable qu'il revienne en vie.